Bonjour, il est 17h30 et nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, avant ce week-end pascal, ce dernier vendredi, avant ce week-end pascal, pascal en Russie parce que c'est la Pâque orthodoxe et j'espère que tu vas aller à l'église. Chercher les œufs. Oui, non pas à l'église. Mais nous sommes donc avec Arnaud et Igor. Comme vous pouvez le voir, Igor est dans son jet privé. Il est en route, je sais pas, il est en train de fuir Moscou pour Il est en aller train de piloter. chasser les œufs. Voilà, non, il est en banlieue de Moscou. Il va profiter du week-end pascal justement pour se reposer dans sa dacha. Et quant à Arnaud, il est dans le sud de la France et se repose dans le sud de la France avant de revenir dans 15 jours à Moscou. Mais ayant dit tout cela, on a une bonne nouvelle, je crois, Arnaud, qui concerne la loi sur la saisie des biens des étrangers qui risque de ne pas passer. Mais Arnaud, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Merci, Président. Bonjour à tous. D'ailleurs, d'abord, dans la meilleure tradition russe, je voudrais apporter un démenti formel aux propos qui viennent d'être tenus. Je ne suis pas en congé, je travaille à distance. Oui, confirmation de ce que disait Igor hier. Le Conseil présidentiel à la codification des lois qui joue en quelque sorte le rôle du Conseil d'État à toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'en amont, il apporte une expertise juridique sur les textes de loi avant leur dépôt au Parlement. Eh bien, cet organe a rendu un avis négatif sur ce document qui émanait, on l'a dit, des autorités de Crimée qui, au début, visaient prioritairement les oligarques ou responsables politiques ukrainiens ayant des biens à Crimée, mais qui avaient changé un peu de sens en route et avaient pris une dimension fédérale. Donc, effectivement, l'un des trois textes ou projets de loi très problématiques de notre point de vue vient d'être retoqué. Espérons que les deux autres sur l'administration extérieure et sur surtout la responsabilité pénale pour les dirigeants mettant en œuvre les sanctions étrangères, eh bien, connaîtront le même sort. D'autres nouvelles économiques. Tout d'abord, la Grande-Bretagne, qui fait preuve de pragmatisme, puisque après avoir sanctionné Gazprombank le mois dernier, les Britanniques viennent d'accorder une licence générale à cet établissement pour pouvoir payer les factures de gaz. Un changement à la tête d'un très grand groupe pétrolier, Lukoil, départ de M. Oleg Perov, qui est une très grande figure du monde des affaires post-soviétiques en Russie, un roi du pétrole, en quelque sorte, d'origine azerbaïdjanaise, qui a donc pendant 29 ans dirigé Lukoil. Il prend du recul, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, puisqu'il n'est pas sous sanction, sauf sanction britannique. Il y a pas mal de questions qui se posent. Je ne pense pas, à titre personnel, que ce soit lié au communiqué que le directoire avait publié le 3 mars et dans lequel il exprimait son souhait de voir advenir la paix rapidement. En tout cas, mais là on entre dans des choses peut-être un peu trop étroites et spécialisées, il faudra suivre évidemment la succession et voir ce que ça veut dire en termes de redistribution du jeu dans le marché pétrolier russe. En tout cas, c'est un départ, peut-être un faux départ, mais quand même une annonce extrêmement importante. Les douanes russes qui annoncent suspendre la publication des statistiques sur les exportations et les importations, mesures présentées comme provisoires, mais qui s'annoncent à d'autres décisions du même genre faites par la Banque centrale de Russie, qui a annoncé elle aussi des restrictions sur la publication de certaines informations financières, le service des impôts et certains groupes. L'objectif, de façon générale, est, semble-t-il, de ne pas prêter le flanc à d'éventuelles sanctions, en tout cas de ne pas livrer d'informations qui pourraient être utilisées
par les Occidentaux contre la Russie. Dans le cas des douanes, peut-être dissimuler ou en tout cas ne pas alimenter certains commentaires négatifs sur le commerce extérieur qui, de toute façon, a connu et va connaître de grands bouleversements dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, et ce qui pose d'ailleurs un grand problème. Cette moindre disponibilité des statistiques va poser un problème pour analyser l'économie russe pour tout le monde. Ça vaut évidemment pour les entreprises françaises, les entreprises russes, mais également pour le gouvernement. Donc, espérons que ce soit provisoire. Quelques mots, Président, si tu me le permets, sur la politique intérieure russe, avec deux nouvelles qui méritent, me semble-t-il, d'être relevées. Tout d'abord, une condamnation à 3 années avec sursis, condamnation de M. Valéry Rashkin, qui est l'un des responsables du Parti communiste de la Fédération de Russie. Il a longtemps dirigé, et je crois qu'il dirige toujours la Fédération de Moscou. On se souvient qu'à l'automne dernier, il avait été intercepté avec un élan mort dans son coffre. Il avait donc été poursuivi pour chasse illégale. Son immunité parlementaire avait été levée fin octobre 2021. Cette affaire avait fait beaucoup parler d'elle. Cette condamnation à 3 années de prison avec sursis est finalement assez modérée et va plutôt dans le sens d'un signal envoyé aux communistes. Signal, si ce n'est positif, en tout cas que le pouvoir n'a pas l'intention aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'aller à l'affrontement avec le Parti communiste. Par ailleurs, un opposant et journaliste bien connu, M. Karamurza, qui était déjà poursuivi au titre de la loi sur la propagation de fausses nouvelles sur l'armée russe, qui purgeait une peine de 15 jours d'arrêt domiciliaire, je crois, va être poursuivi au pénal, ce qui est évidemment beaucoup plus sérieux, puisqu'il encourt entre 5 et 10 ans de prison. Enfin, 2 sondages sur le taux d'approbation de l'action de Vladimir Poutine, l'un du FTSIOM, l'autre du FOM, qui donnent des résultats assez convergents, 78% pour le premier, 81% pour l'autre. Même avec des réserves d'usage, cela va plutôt dans le sens, à ce stade en tout cas, d'un soutien du président. Après, il faudrait voir évidemment ce qu'il y a derrière, quelles en sont les limites, mais on ne voit pas, en tout cas, d'effondrement du soutien à Vladimir Poutine au sein de la population russe. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci Arnaud. Juste une question, on sait qui va succéder à Oleg Perov à la tête de Lukoil? Il semblerait que ce soit un certain monsieur Vorobyov, qui est l'un de ses vice-présidents depuis une quinzaine d'années, je crois. Et qui, mais c'est à creuser, aurait des liens avec un des clans un clan politico-oligarchique de la place de Moscou. Mais c'est à creuser à ce stade. D'accord. L'une des questions qui se pose, encore une fois, ça intéresse, je pense, qu'une toute petite partie de nos auditeurs, mais est-ce que Lukoil va rester indépendant ou pas? On sait que Rosneft avait des vues sur Lukoil, d'autres parlent d'un rapprochement avec Surgutneftegaz. Donc voilà, le départ d'Alik Perov, qui était un rempart, un poids très lourd de la scène moscovite, peut ouvrir la voie, non pas à un dépeçage, mais peut-être à des alliances ou à des rapprochements avec d'autres acteurs. Ce qu'Alek Perov n'avait jamais permis parce qu'il avait un poids politique, et il a toujours un poids politique, qui lui permettait de faire barrage, y compris à des prédateurs très puissants. Et c'était une surprise pour nous, en tout cas. Igor, de ton jet privé qui bouge beaucoup, ouais. Tu dois avoir de sacrées turbulences. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles diplomatiques? Oui, effectivement, j'ai profité de l'absence de turbulence pour vous faire un petit topo diplomatique. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par un entretien téléphonique qui a eu lieu entre le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et le président russe. Charles Michel a exhorté Vladimir Poutine à autoriser l'évacuation des civils de Mariupol et des autres villes assiégées, en prétextant notamment les fêtes de Pâques orthodoxes.
De son côté, le président russe a attiré l'attention de son interlocuteur sur la vague de russophobie sans précédent qui s'exprime en Occident. Toujours sur le volet Union européenne, d'après la ministre de l'économie ukrainienne, Kiev entend obtenir le statut d'État candidat à l'UE dès cet été et devenir membre de plein droit en 2024. On reparle des garanties de sécurité avec Boris Johnson qui s'est exprimé à ce sujet aujourd'hui en expliquant que la Grande-Bretagne n'offrira jamais aucune garantie de sécurité à l'Ukraine qui ressemblerait de près ou de loin à l'article 5 de la Charte de l'Atlantique, dont on parlait encore hier, et que donc Kiev se verrait proposer d'autres types de garanties de sécurité, mais il n'y aurait pas forcément cet aspect donc, collectif, automatique, dans une réponse à une attaque. Toujours sur l'OTAN, la Finlande, selon le vice-président du finlandais, donc du comité des affaires étrangères du Parlement, la Finlande va déposer une demande officielle d'adhésion à l'OTAN dans les plus brefs délais. On parle de quelques semaines tout au plus, et avec une entrée en perspective qui pourrait arriver assez rapidement derrière. Je rappelle que la semaine dernière, on évoquait ce sujet et l'horizon de l'été ou tout au plus de l'automne était manifestement possible pour la Finlande qui dispose d'une armée qui a un très très bon, déjà comment dirais-je habitué aux standards de l'OTAN, puisqu'elle travaille avec l'OTAN depuis des années, et par conséquent ça permettrait de faciliter et d'accélérer son intégration. Enfin, sur la reconstruction de l'Ukraine, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal estime le chantier de la reconstruction à 600 milliards de dollars et précise que son pays a besoin dans l'absolu d'une aide d'urgence de 4 à 5 milliards de dollars par mois au minimum pour fonctionner. Alors pour donner un ordre de grandeur, 600 milliards, c'est plus, c'est même bien plus que le coût estimé du chantier en Syrie, puisqu'en Syrie, après 10 ans de guerre, on estime à entre 250 et 400 milliards de dollars la nécessité de financement pour remettre le pays à pied, donc après plus d'une décennie d'affrontements, même si depuis quelques années en Syrie, comme chacun le sait, l'intensité des combats a quand même bien diminué. Voilà, Président, ce qu'on pouvait dire pour ce vendredi de la Passion sur l'actualité diplomatique. Merci beaucoup, Igor. On n'a pas beaucoup de questions, on n'en a qu'une pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser des questions, sinon on va bien évidemment écourter la session d'aujourd'hui. La première question ne concerne ni Arnaud ni Igor, mais on nous demande s'il est possible de sortir une voiture immatriculée en France par la frontière lettonienne ou estonienne. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Une voiture privée peut sortir de toute façon. Et a fortiori, si elle est immatriculée en France, je ne pense pas qu'il y ait de problème en passant par ces frontières ou en passant par la Finlande. Alors, on nous demande aussi, Arnaud, peut-être tu as des informations là-dessus. Il semble que la Banque centrale de Russie continue à assouplir les mesures de contrôle de change. On nous dit qu'effectivement, depuis le 18 avril, ça, je n'ai pas vérifié, on est censé pouvoir échanger beaucoup plus de devises qu'auparavant en tant que... Oui, le 18 avril, alors ça avait été annoncé avant, on en avait parlé lors de nos briefings. C'est entré en vigueur donc lundi, en début de cette semaine. Et pour autant que je le sache, il est question effectivement d'assouplir les mesures introduites pour les exportateurs. Exportateurs qui sont tenus de céder l'intégralité de leur recettes en devises. Nabiolina a ouvert la porte, effectivement, donc la présidente de la Banque centrale, à de nouvelles mesures d'assouplissement. Pour ce qui est des particuliers, je n'ai pas vu de nouvelles dans ce dossier, mais c'est possible. En tout cas, ça va plutôt dans ce sens-là. Ce qui traduit d'ailleurs une certaine confiance de la Banque centrale dans sa capacité à maintenir le cours du rouble à ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau en gros 75 pour $1 et autour de 80 pour €, tout en desserrant un petit peu les vis. D'accord. Je ne sais pas qui de Igor ou Arnaud voudra répondre à cette question. Avez-vous des informations sur les entretiens de Medinsky avec Kiev le 22 avril?
Oui, alors effectivement, M. Medinsky a indiqué qu'il s'est entretenu avec le chef de la délégation ukrainienne, M. David Arachamia, mais sans plus de détails. C'est une information qui est apparue très très récemment, un peu avant le début de notre Zoom, donc on en saura probablement plus lundi. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Igor, il y a une autre déclaration de Sergei Lavrov, également dans les minutes qui ont précédé notre briefing, qui reprend ce qu'il a dit précédemment, c'est-à-dire qu'il se plaint de ce qu'il perçoit et décrit comme l'absence de bonne volonté ukrainienne, l'absence d'intérêt ukrainien, et il a notamment indiqué que la Russie n'avait reçu aucune réponse aux propositions qu'elle avait formulées et transmises il y a quelques jours. Voilà, tout ça revient à dire ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que depuis quelques jours et pour quelques jours encore, peut-être plus malheureusement, les négociations, les vraies négociations sérieuses sont en suspens et sont liées au sort des armes dans le Donbass. Mais justement, on nous demande, peut-on dire que la situation générale s'aggrave, s'améliore ou reste la même? Tout dépend évidemment de quoi on parle, de quel point de vue on se place. Ce qui est certain, c'est que, et ce n'est pas confidentiel puisque tout le monde en parle, y compris le ministère russe de la Défense, il y a une offensive russe qui a été lancée en début de semaine dans le Donbass, qui semble puissante. Alors les Américains disent que ce n'est qu'une phase préparatoire et que la vraie offensive n'a pas vraiment commencé, on verra. Les Ukrainiens semblent plutôt sur la défensive, mais il n'y a pas à ce stade, depuis le début de semaine, de grands bouleversements sur le terrain. Enfin, on entre dans une nouvelle phase militaire. L'une des questions fondamentales qui va se poser, encore une fois, d'abord l'issue de cette bataille, et ensuite, est-ce que les gens reviennent à la table des négociations ou pas? Et là, il y a une vraie bifurcation, et je vois de plus en plus et j'entends de plus en plus de déclarations, notamment en Occident, de scénarios qui finalement évoquent un nouveau conflit gelé, comme ça a été un petit peu le cas après 2014, mais sans accord global, ce qui pourrait ouvrir la voie très régulièrement à des reprises de feu, si j'ose dire. Donc, on en est là aujourd'hui. Si je peux me permettre de rajouter 2 points pour compléter le tableau d'Arnaud et essayer de répondre à, comment dirais-je, donner des éléments de réponse à la personne qui pose la question. Moi, je vois quand même que quand on regarde, et je ne rentrerai pas plus dans les détails pour des raisons évidentes, mais quand on regarde les transferts de matériel qui sont envisagés par les Occidentaux à l'Ukraine et qui sont annoncés par les dirigeants européens, moi j'ai tendance à dire qu'on va quand même s'acheminer vers une aggravation de la situation. Et que j'allais dire la ligne entre le soutien à l'Ukraine et la co-belligérance va devenir de plus en plus fine et délicate et technique à tenir, d'une part, et d'autre part, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres fronts qui vont s'allumer. Des rumeurs de, comment dirais-je, que les Turcs inciteraient les Azerbaïdjanais à en finir avec le Karabakh, à terminer entre guillemets le travail, à compléter la reconquête du Karabakh. Si jamais ça se déclenche, évidemment, c'est un nouveau front qui s'allume. Il y a d'autres rumeurs qui disent que les Géorgiens pourraient entreprendre aussi quelque chose sur l'Ossétie du Sud ou autre pour reprendre le contrôle de leur territoire. Donc ça, évidemment, ça va quand même vers des scénarios qui sont plutôt assez sombres. Ne le souhaitons pas. En cette veille de week-end, Pascal, avons-nous des nouvelles de Mievitchouk? Non, pas de nouvelles depuis en tout cas quelques jours. Si tu peux expliquer qui est-ce d'ailleurs, Arnaud? Bon, Medvedchuk, c'est à la fois un homme politique, il dirige le principal parti d'opposition dit pro-russe en Ukraine, parti d'ailleurs qui a été dissous par Zelensky il y a quelques semaines. Mais c'est quelqu'un qui est dans le circuit et dans le paysage ukrainien depuis plus de 20 ans. Je rappelle qu'il a été le chef de l'administration présidentielle sous Leonid Kuchma. C'était un homme extrêmement puissant, influent. C'est aussi un homme d'affaires. Et c'est aussi un proche de Vladimir Poutine, qui est le parrain, je crois, d'une de ses filles ou de ses fils. Donc, il avait été
inquiété par la justice ukrainienne avant le 24 février. Il était assigné à résidence. Craignant pour sa vie, il avait quitté sa résidence. Il était en fuite donc depuis le 24 ou le 25 février. Et il a été arrêté par le SBU, le service de sécurité ukrainien, qu'il a exhibé menottes au poignet. Et Medvedchuk a fait des déclarations et a notamment évoqué la possibilité d'un échange, alors soit contre les combattants ukrainiens encore sur le site d'Azovstal. Son épouse a évoqué un échange avec les Britanniques, les combattants britanniques. Il y en a 2, je crois, qui ont été faits prisonniers à Mariupol. La partie russe, pour l'instant, a été plutôt prudente, indiquant que M. Medvedchuk n'était pas russe, mais ukrainien, et donc ça ne la concernait pas a priori. Donc, je pense effectivement que c'est une prise au sens littéral du terme et au sens politique du terme pour Zelensky, une prise qui a vocation, à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, à être échangée. Quand est-ce que ça va intervenir, nul ne le sait et nul ne connaît évidemment les termes de l'échange. Dans la continuité de cette question, on nous demande, y a-t-il encore des partis immédiats d'opposition en Ukraine? Alors, d'opposition, en tout cas d'opposition pro-russe, non. Je rappelle que l'une des premières mesures après Maïdan en 2014, ça avait été l'interdiction du Parti communiste d'Ukraine, qui était traditionnellement assez puissant. En tout cas, il faisait plus de 5%. Il était plutôt bien implanté justement dans le Donbass. Et puis, il y a donc le bloc d'opposition pour la vie qui a été interdit. Donc, il reste un groupe parlementaire d'environ 25 élus sur 450 autour de M. Boyko. Donc, ça, c'est pour l'opposition dite pro-russe. Est-ce que les autres partis sont de l'opposition aujourd'hui? C'est difficile à dire. Je crois que Mme Tymoshenko, les autres, tout le monde met en sourdine évidemment les divergences en temps de guerre. Alors, sur un sujet complètement différent, on nous demande quelles sont les voies aériennes les plus optimales et les moins chères aujourd'hui entre la France et Moscou. Alors, les plus optimales et moins chères, ça ne va pas ensemble. C'est le jet d'Igor, en fait. C'est le jet d'Igor, exactement. Donc, écrivez à Igor, il partagera. Écrivez-moi directement. Voilà. Non, mais les moins chers, surtout, on a le vice-président Chenesso. Gilles, est-ce que tu connais les voies les moins chères? En fait, c'est très variable. Il faut voir ça toujours au jour le jour, d'autant plus que ça, oui, c'est assez évolutif. Bon, en général, il n'y a pas de mystère. C'est toujours via la Serbie, via l'Arménie, ça fonctionne encore. Ce qui est souvent le plus pratique, mais beaucoup plus cher, c'est par les Émirats, donc soit Dubaï ou Abu Dhabi. Voilà, c'est à peu près l'ensemble des choses. On a peut-être oublié, mais Istanbul. Alors Istanbul, oui, Istanbul est relativement cher mais qui fonctionne également. Donc il y a toujours aussi la voie compliquée par Kaliningrad, puis le bus jusqu'à Gdansk. Mais bon, voilà, il y a toujours ces solutions-là. Mais le plus simple, c'est toujours probablement, je dirais en top, la Serbie et la Turquie. Sachant que par la Serbie, vous avez à peu près un avion sur 2 qui a une alerte à la bombe. Qui retarde l'avion, qui vous fait arriver tard à Moscou et qui vous fait, quand je dis tard, c'est-à-dire que vous arrivez la nuit avec des douaniers non confirmés qui vous gardent pendant plusieurs heures. C'est toujours là où il y a le plus de problèmes pour rentrer en Moscou. C'est la voie la plus rapide, hein, bien évidemment, la Serbie, mais dans la réalité, c'est souvent là où on met le plus de temps pour revenir de Paris. Alors, une question, pas une question, mais un commentaire sur la russophobie. Quelqu'un qui nous dit « J'ai écrit aujourd'hui à tous les anciens étudiants de notre université dont j'ai les contacts en France, 170 personnes. Pour l'instant, j'ai eu 30 réponses qui se résument toutes sans exception à cela. Aucune attitude négative à mon égard, au contraire, de l'aide et du soutien, juste quelques soucis avec la Société Générale et Boursorama, mais ça s'est arrangé. » Voilà.
En fait, j'ai d'autres témoignages qui montrent vraiment une russophobie assez forte pour des étudiants ou des Russes à Paris. Donc, en fait, il y a un peu de tous les cas. Parce que, je veux dire, il y a des Russes qui ne subissent absolument pas de russophobie et d'autres, par contre, que ce soit des organisations, que ce soit des étudiants ou des adultes qui le subissent. Donc, on ne peut pas dire que tout est négatif, mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples quand même en France. Et comme j'ai l'habitude de lire, vaut mieux être français à Moscou aujourd'hui que russe à Paris. On nous dit que Turkish Airlines avec plusieurs vols par jour, mais ils mettent les plus vieux avions sur cette ligne. Ça, j'en sais rien. Ce sont les plus vieux avions. J'en sais rien. Et on peut passer par Tashkent et vol direct sur Paris. Bon, c'est 3h30 jusqu'à Tashkent et après, ça doit être 5 ou 6 heures de Tashkent à Paris. Donc, ça rajoute voilà, du temps. Alors, une question politique aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui pourrait permettre une reprise des négociations? De façon très classique et très générale, soit un effondrement d'une des deux parties belligérantes dans le Donbass, soit au contraire un match nul persistant et dont s'accommodent, en tout cas dont prennent acte les deux parties. Alors, on peut rajouter un autre cas de figure, mais qui a peu de chances de se produire, c'est que les soutiens de Kiev lui disent qu'il faut discuter sérieusement et qu'il faut arrêter l'option de la force. Mais on comprend bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous n'avons plus de questions, donc on va écourter notre Zoom d'aujourd'hui. On a juste un commentaire pour toi, Gilles, Gilles Chenesso, où on nous dit qu'il faut que tu feras une distribution d'offres de Pâques dimanche. C'est une question, en fait. Hein. Que Gilles sera en fait assesseur à l'ambassade de France pour le vote. Donc, on demande si tu nous feras une distribution d'offres de Pâques. Et étant donné que nous irons voter, ça serait très gentil, effectivement, que tu puisses faire ça, Gilles. On nous pose une dernière question politique. Comment va réagir la Russie à la livraison d'armes de la part des Occidentaux? On ne sait pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant de co-belligérance, et on rentre dans une zone d'ombre. Non, mais il y a déjà une réaction officielle, mais qui est en gros une redite de ce qui avait été indiqué déjà auparavant, à savoir que les Russes considéreront comme toute cible légitime des convois d'armement qui s'achemineront sur le territoire ukrainien pour livrer du matériel occidental ou étranger à l'armée ukrainienne, et que par conséquent, les forces russes estimeront en droit de les prendre pour cible. Bon, ça a déjà été dit, mais on parle bien de territoire, de mouvement sur le territoire ukrainien et pas d'autre chose. Macron nouvellement réélu pourrait-il s'investir plus activement pour trouver une solution au conflit? Alors, pour autant que je le sache, Emmanuel Macron a évoqué le sujet hier dans un entretien, je ne sais plus à quel média français. Il a dit ne pas exclure d'appeler à nouveau Vladimir Poutine pour parler de l'Ukraine, s'il était réélu, donc à partir de la semaine prochaine. De façon générale, mais il a dit aussi quelques jours plus tôt qu'il ne croyait pas beaucoup aux perspectives diplomatiques à court terme. De façon générale, je crois que chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, s'est beaucoup investi ces derniers mois pour prévenir le conflit. Ça n'a pas marché. On se souvient notamment de sa visite le 7 février à Moscou. Je crois qu'il a investi beaucoup de capital politique en France, au niveau européen, pour des résultats limités, pour ne pas dire nuls. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de le critiquer. Je crois que personne de bonne foi ne peut reprocher au président français d'avoir fait ce qu'il a fait et d'être allé à Moscou et avant ça, d'avoir, dès 2019, cherché à établir un dialogue avec la Russie. Alors, chacun a son analyse. Certains disent que c'était inutile, d'autres que c'était peut-être trop tard. Mais en tout cas, je doute qu'à brève échéance,
ils reviennent à Moscou, ou peut-être qu'il prendra son téléphone, mais qu'il s'investisse lourdement dans ce dossier, ça me paraît douteux, sauf peut-être s'il y a une demande des autres Européens. Et je rappelle que la France, jusqu'au 30 juin, assure la présidence tournante de l'Union européenne, donc peut-être à ce titre-là. Mais pas avant, je le crains, que les choses deviennent un peu plus claires, même si elles sont très sombres en réalité dans le Donbass. Merci Arnaud, et on est bien d'accord avec toi. Il était une bonne chose qu'on continue le dialogue et que Macron continue le dialogue. On nous demande, et si Marine Le Pen est élue, que fera-t-elle? Un petit peu difficile à dire aujourd'hui, mais je crois que je l'ai entendu dire ce matin qu'elle ferait cela, et qu'elle elle appellerait Poutine donc, et qu'elle pour chercher une voie de dialogue. Mais donc c'est... je pense que quel que soit le président élu, ils essaieront de faire quelque chose et on ne pourra pas leur reprocher. On nous demande, ça a donné quoi le résultat des présidentielles à Moscou? Alors, si vous parlez de dimanche prochain, je ne sais pas encore. Enfin, tu as peut-être déjà les résultats, Gilles. Si vous parlez... il faudrait demander à ses sœurs. Si vous parlez du dimanche 19 avril, c'était en premier Zemmour, en second Macron et en troisième Marine Le Pen. Je rappelle que l'an dernier, pardon, il y a 5 ans, c'est au second tour, c'est Macron qui avait largement gagné face à Marine Le Pen. Donc, ça sera intéressant de voir le pourcentage cette année. On vous le donnera lundi, bien évidemment, si Gilles ne garde pas les résultats pour lui. Mais je crois qu'on a terminé. Alors, vous avez vu que cette semaine, nous avons eu 3 invités avec nous. Nous avons eu Tadzio Schilling, le directeur général de l'Association of European Businesses qui était avec nous. Nous avons Camille qui nous a parlé des crypto-monnaies et Oleg Alkhamov, le directeur général de FM Logistique, qui nous a parlé de problèmes logistiques. La semaine prochaine, on va essayer d'avoir 1 ou 2 invités mystères. Je parle d'invités mystères parce que nous-mêmes ne les connaissons pas encore, mais on va essayer de trouver des invités pour parler de différents sujets. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement que d'autres, écrivez sur notre ligne hotline qu'on puisse trouver quelqu'un qui puisse parler de ces sujets-là. Mais Pavel, as-tu des choses à dire? Il y a encore une bonne nouvelle. Arnaud avait parlé au tout début du fait que du projet de loi sur les expropriations, le projet de loi criméen, comme on l'appelle ici, a été retoqué pour poursuivre sur son élan, pour filer la métaphore. Un autre projet de loi est sans doute le plus dangereux de tous pour nous ici, c'est-à-dire celui visant à pénaliser les dirigeants d'entreprises appliquant les sanctions étrangères. Nous avons reçu une copie d'une lettre du vice-premier ministre qui adressait à l'un des initiateurs de ce projet de loi, M. Klichas à la Douma, et qui pointait des incohérences entre le texte de ce projet de loi tel qu'il est rédigé au jour d'aujourd'hui et les libertés constitutionnelles. C'est très exactement ce que l'on dit nous également, avec les autres associations de business russo-étrangères. Et donc le gouvernement a demandé aux députés de revoir leur copie. C'est un premier signe, enfin ce n'est pas d'ailleurs un premier signe, parce que lors de notre dernière rencontre avec le ministre du Développement économique, M. Maxime Rechetnikov, il nous avait assuré lui également de sa profonde hostilité à ce projet de loi. Donc bon, j'espère, comme le disait Arnaud, qu'il rejoindra le projet de loi sur les expropriations dans les poubelles de l'histoire. Voilà, il restera celui sur le management temporaire. Pour le reste, encore une fois, bon week-end pascal pour nos amis orthodoxes. Que la paix soit avec vous, mes frères et mes sœurs. Tenez bon, nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme d'habitude, 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. Excellent week-end à tous, bonne fin de journée. Et on a une dernière question qui nous demandait, existe-t-il un document concernant les diverses subventions d'État pour la création d'entreprises en Russie? Je ne connais pas de document, de tels documents, mais on va regarder et lundi, on va vous répondre. C'est ce que va faire Boris ce week-end. Donc, bon
Beau week-end pascal pour nos amis orthodoxes, que nos amis catholiques aillent dans les messes orthodoxes. Elles sont toujours très belles, hein, c'est le samedi soir. Et à lundi prochain, la CCI France Russie reste à vos côtés. Au revoir.